est-ce que je t'ai déjà parlé de ce bouquin? Bon, en vrai, non, je vais pas te parler de design pattern aujourd'hui, mais j'y reviendrai un de ces quatre parce qu'il y en a encore plein à voir et que c'est vraiment méga intéressant. Ok, aujourd'hui on va attaquer un autre sujet qui est méga cool et qui va parler un peu de stack et de heap. Ouais, t'auras le petit indice ici sous les yeux si tu lis un peu le fichier JS. En fait, on va parler un peu d'allocation mémoire. Alors pas de panique, on va pas aller méga loin dans les concepts, peut-être un petit peu vers la fin de la vidéo. Le but étant de te fournir un peu les clés de compréhension sur des bugs qui pourraient t'arriver, qui je suis sûr vont t'arriver ou te sont déjà arrivés, que tu comprennes vraiment pas pourquoi. Et crois-moi, j'ai déjà bien ragé dessus que je comprenais vraiment pas. Pour moi, c'est méga important que tu comprennes ça, surtout si tu découvres ton premier langage de programmation, puisque la plupart des langages de programmation implémentent le même comportement. Ok. Ici, qu'est-ce que tu as sous les yeux? Je t'ai créé une petite fonction main, on verra un petit peu vers la fin de la vidéo pourquoi tout ça c'est dans une fonction. Pour l'instant, tu laisses de côté. Ta fonction, elle est là et elle est appelée ici. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant lié à cette fonction. Ok, on va plutôt se concentrer pour l'instant sur ces quatre premières lignes. Ici, j'ai quoi? Je déclare une variable h1 dont la valeur est 12. Ici, une variable h2 qui prend la valeur de h1, très bien, donc en gros h2 il vaut 12. Ici je dis, ah bah non, en fait h2 il vaut 42, donc h2 vaut 42, et ici je m'attends à quoi? Quand je console h1, je m'attends à avoir 12, et quand je console h2, je m'attends à avoir 42. Ok, bon, normalement, ça, jusqu'à là, il n'y a pas de souci, h1 vaut 12, h2 vaut 42. Je t'ai pas arnaqué. Ici, on manipule quoi? On manipule ici une primitive, un type de données primitive, c'est-à-dire number, on a aussi undefined, nul, booléen, et on va avoir quoi? String. Bon, après, oui, string c'est un peu particulier, mais c'est une primitive. Ok, très bien. Maintenant, ici, et c'est là tout l'intérêt de la vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi ce comportement ne s'adapte pas à des objets. Ici, je suis venu te créer une vidéo 1, donc une petite variable, et sa valeur est un objet qui a pour clé title et valeur titre 1, URL, nanana, et puis là on a une autre clé author qui est un objet qui lui-même a pour clé channel name et from Faco to hero. Chaîne YouTube extraordinaire, j'espère que tu es abonné, que tu as activé les notifications. Ok, donc en gros ici j'ai quoi? J'ai une variable et sa valeur c'est un objet, lui-même contient un objet. Très bien. Ici qu'est-ce que je fais? Je déclare une nouvelle variable, vidéo 2, qui prend la valeur de vidéo 1. Donc en gros tout ça, je le mets dans la valeur de vidéo 2. Et là je dis quoi? Je vais venir modifier la propriété title de vidéo 2 et je lui dis que ça vaut titre 2. Bah oui, parce que évidemment, la vidéo 2, il faut que le titre, ça soit titre 2. Donc ça veut dire quoi? Si ici je te console log la ligne suivante, et je vais venir commenter celle-ci pour pas que ça nous gêne, pardon. Donc ici je te commande quoi? Je te console log quoi? Vidéo 1, vidéo 1.title, vidéo 2, vidéo 2.title. Et toi, naïvement, ce qui est tout à fait logique, si tu m'as suivi jusqu'à là, tu t'attends à ce que vidéo 1.title ça vale titre 1, puisqu'en effet, c'est bien ce que j'ai défini ici, vidéo 1.title c'est titre 1, et que vidéo 2.title ça soit titre 2, parce qu'en effet, une fois que je suis venu copier vidéo 1 dans vidéo 2, j'ai dit bah vidéo 2.title vaut titre 2. Mais c'est là où tu commences à sentir l'arnaque parce qu'on n'en serait pas là s'il n'y avait pas un problème. Et ici, quand je te consologue le truc, vidéo 1 ça vaut titre 2 et vidéo 2 ça vaut titre 2. Là, c'est un peu chelou parce que vidéo 2 ça vaut titre 2, ça me paraît à peu près logique, puisqu'ici vidéo 2.title ça vaut titre 2. Mais que vidéo 1.title ça vaut titre 2, c'est chelou parce qu'en gros, ici maintenant, ça vaut titre 2. Ok, donc si on prend un peu de recul sur la situation, ça veut dire que je suis venu copier vidéo 1 dans vidéo 2, mais qu'en modifiant la propriété title de vidéo 2, ça a aussi modifié la propriété title de vidéo 1. Ok, et c'est là où on va devoir comprendre un peu plus comment fonctionne l'allocation mémoire. Promis, je vais rester simple. Et là, j'ai ma petite bouille qui va disparaître. Mince, c'était pas synchro. Parfait. Ici, on va avoir quoi? On va avoir deux piles, hein, deux parties. Ici, ce qu'on va mettre là, c'est ce qu'on va appeler hop là, la stack. Et ici, le heap. Alors, heap en anglais, ça veut dire pile. Et stack en anglais, ça veut dire un tas. Donc en gros, ici, dans ce tas, bah, ça va être toutes les variables qu'on va utiliser qui vont se stacker, qui vont se mettre les uns au-dessus des autres. C'est comme des bouquins, hein. Si jamais je te demande de prendre le bouquin tout en dessous et que tu as plein de bouquins au-dessus, bah en fait tu vas d'abord enlever le premier bouquin, le deuxième, le troisième pour arriver au dernier. C'est comme ça que va fonctionner la gestion de la mémoire au niveau de la stack. Et le heap, c'est un tas, donc c'est désorganisé, c'est très dynamique, tu peux aller chercher à tout moment n'importe quel élément. En gros, hein, si jamais je te faisais ça en couches, c'est comme si là tu avais plusieurs couches, pouf, et je t'invite à aller checker à droite à gauche de la doc pour mieux comprendre tout ça. Et ici, pouf, 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 parce que c'est des sujets un peu complexes. Tu vois, en tas, t'as pas vraiment d'organisation, enfin t'as pas d'ordre. En fait, tu peux vraiment aller récupérer dans l'ordre que tu veux. Et je les ai fait intentionnellement de taille différente parce que dans le heap, tu vas stocker les objets. Ça veut dire des éléments de taille variable qui sont malléables et flexibles au cours du temps de ton application.
Ok, donc là si je reprends un peu mon exemple que je t'ai donné, ici là-haut j'avais créé deux variables. J'avais age1 et dommage, age1 qui vaut 12, age2 qui est égal à age1 et donc à 12 mais que je suis redevenu définir et donc qui vaut 42, ok. Et puis ici, je suis venu, je vais venir ici, je vais rester là. Je suis venu créer vidéo 1 égale, et c'est là où ça change. La valeur de vidéo 1, c'est un objet. Un objet ne se stocke pas dans la stack. Ce que tu vas stocker dans la pile de la stack, c'est vraiment des valeurs primitives dans des valeurs primitives. Tu peux déjà retirer ça de côté. Surtout qu'ils vont être dans des scopes. Donc typiquement, moi je suis dans le scope d'une fonction. Ma fonction main, lorsqu'elle va être exécutée, toutes les variables déclarées de type primitive à l'intérieur vont venir ici comme age1 et age2 se stacker ici pour être appelées. Et tout ça va être supprimé dès que ma fonction sera appelée. Donc en gros, ma fonction va se construire pour être exécutée. Dans ma stack va venir s'écrire mes différentes variables. Je vais exécuter ma fonction un peu plus bas. Je peux pas scroller, je te montrerai après, mais quand j'exécute ma fonction, donc je viens charger tout ça. Et hop, une fois que c'est exécuté, paf, hop, on enlève tout ce qu'il y a dans la stack, on libère l'espace pour qu'il y ait de nouveaux éléments qui rentrent. Et ça va venir comme ça à chaque fois, lorsque tu vas exécuter tes programmes, se faire de manière automatique. C'est méga rapide, méga performant, méga puissant. Ok, sauf que quand toi tu crées un objet, en fait, il n'est pas dans la stack, et c'est là où je vais en venir. Il va venir pointer, et ce mot est important, vers le heap. En fait, ici, toi, l'objet que tu as créé, hop là, l'objet qu'on a créé, je vais le laisser de cette couleur-là, il est ici en fait. Il est dans un espace mémoire dans le heap. Et donc, vidéo 1, la variable, vient pointer vers un espace mémoire du heap, donc qui est un autre système d'allocation mémoire. Ok, mais où est-ce que je vais en venir dans tout ça? Eh bien, tu vas comprendre tout de suite. Si ici j'ai vidéo 2 égale vidéo 1, en fait, vidéo 2, qu'est-ce qu'il fait? Vidéo 2, il vient pas. Oh là là, qu'est-ce que je prends sous les mains là? Ah, vidéo 2, dédicace à copain qui était à Malte avec moi. Vidéo 2, il vient pas copier vidéo 1 dans un espace différent. Non, non, les deux vont venir pointer vers le même emplacement mémoire. C'est exactement ce qui va se passer ici. Hop, tu vois qu'ici, vidéo 2, si je te fais le schéma, il va venir pointer vers le même espace mémoire qui se trouve dans le heap. Si bien que si vidéo 2, je modifie son titre, forcément que je modifie le titre de vidéo 1, puisque les deux partagent le même emplacement mémoire. Donc ici, le title, bah ok, quand je le déclare dans vidéo 1, il vaut titre 1, mais si derrière je fais vidéo 2.title égale, je viens me rendre à l'emplacement mémoire où se stocke mon objet, je modifie sa valeur title, et donc forcément, vu que c'est un endroit partagé à travers tous les pointeurs, bah si je récupère et que je console log mes deux objets ici, ou mes deux propriétés, pardon, mes deux variables, ces deux variables pointent vers le même emplacement mémoire, et donc je modifie systématiquement pour les deux. Et voilà ce qui explique le comportement qu'on a sous les yeux. Donc tout ça c'est bien mignon, mais ça peut poser problème. Ok. Pour l'instant je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails, on a une troisième couche et ce genre de choses, on verra ça un peu plus tard. Maintenant tu pourrais me dire, bon d'accord ok, Franfaco to Hero, franchement la chaîne YouTube est pas mal, mais c'est bien de pointer les problèmes du doigt, mais quid des solutions? Eh ben tu fais bien de poser la question parce que justement on va en parler. Ici, tu pourrais me dire, ok, très bien, et ça m'est arrivé, j'aimerais vraiment faire une deep copy ou une copie profonde, c'est-à-dire j'aimerais, à l'instar de mon Edge 1 égale Edge 2 et ici Edge 2 vaut 42, donc en gros on avait une copie profonde, ils ne partagent pas le même emplacement mémoire. Et bien là, l'idée, ça serait que lorsque je copie vidéo 1 dans vidéo 2, les deux ne pointent pas vers le même emplacement mémoire. Je pense que tu commences à capter où est-ce que j'ai envie d'arriver. Mais en fait, les deux vont pointer vers un espace de mémoire différent. Donc vidéo 1 va pointer vers là, vidéo 2 va pointer vers là. Et là, à chaque fois, ça sera bim bam boum. Bon, je peux laisser comme ça. Hein. Dans le heap, toujours, mais ça sera un emplacement mémoire ici et un emplacement mémoire là. D'accord? Comment on peut faire ça? Puisque le comportement par défaut, hein, on l'a vu, ça serait de... Le comportement par défaut, ça serait de pointer vers le même emplacement mémoire. Ok. Maintenant, ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser en premier lieu ce qu'il y a de mieux, de plus élégant, de plus nouveau. De mémoire, c'est Node de JS 20. Je te dis ça tout de suite, structured clone. Et c'est arrivé avec attends, structured clone Node 20. Je sais plus. Attends, je vais te dire ça. Version. Alors c'est depuis... Non, attends. Putain, c'est con. Node.js 22. Ok. Ok. Donc ici, je vais pouvoir utiliser quelque chose de très élégant. Je vais dire que vidéo 2, ça vaut structured clone de vidéo 1.
Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je viens appeler la fonction structuredClone que me fournit Node directement, et je viens passer en argument vidéo1. Bah, ce que je fais, c'est que je crée un clone complètement de vidéo 1 pour l'assigner à vidéo 2. Donc vraiment, je crée deux emplacements de mémoire différents. Et ici, si je mets simplement structure de clone, donc en termes de refacto, de code existence, t'as déjà ça et tout, c'est méga élégant. Si je te fais juste ça, ici tu verras que j'ai bien vidéo 1, titre 1, vidéo 2, titre 2. Donc c'est génial et le problème est résolu. Okay. Ce qu'on faisait dans le passé, et si jamais demain tu bosses sur une ancienne version ou que tu es sur un Docker qui tourne sur une ancienne version, tu ferais un JSON.parse de JSON.stringify de vidéo 1. L'enfer sur terre, mon gars. Genre, même Cerber il brûle quand il voit ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on prend ma vidéo 1 et on vient stringifier. Ça veut dire que ce truc-là, là, cet objet, je le rends sous forme de chaîne de caractères. D'accord? Ce que tu pourrais faire lorsque, par exemple, ton client envoie vers ton serveur un objet en requête HTTP POST, par exemple. Et ici, donc, je transforme mon objet JavaScript en chaîne de caractères que je retransforme derrière en objet JavaScript. C'est méga chelou, les perfs sont pas géniales. Ouais, mais sauf qu'à l'époque, on n'avait pas 1000 solutions. Et donc, bah, vu que tu passes par l'intermédiaire d'une chaîne de caractères, bah, ça te permet de résoudre le problème parce que tu changes d'emplacement mémoire, parce qu'on passe sur de la primitive, etc. Ça va, mais c'est pas non plus foufou, donc si tu peux préférer plutôt structured clone, c'est quand même mieux. Enfin, tu as peut-être déjà vu aussi, ça je vais le mettre de côté pour l'instant, hop, tu as peut-être déjà vu aussi, pouf, la déstructuration. Donc la déstructuration, ça serait un truc du style un objet, vidéo 1. Vidéo 1. Et peut-être que d'ailleurs que tu n'as jamais vraiment capté ce qui se passait derrière la déstructuration, j'en ferai je pense une vidéo à part entière. Mais je peux peut-être déjà t'en parler un peu. Ici quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Rien qu'en faisant ça, déjà qu'est-ce qu'on peut comprendre? Je viens créer vidéo 2 et je lui dis que sa valeur c'est un objet vide. Donc en faisant ça, je viens créer donc dans ma stack vidéo 2 qui vient pointer dans un emplacement mémoire de ma heap. Okay, et ça vient pointer vers un emplacement mémoire, mais c'est un objet vide. Okay, très bien. Et cet objet vide, donc c'est un emplacement de mémoire nouveau, je viens ici lui donner les valeurs suivantes, vidéo 1. Ce point, c'est de la déstructuration, ça veut dire je viens déstructurer l'élément suivant, vidéo 1, ou plutôt l'objet suivant. Cet objet, le déstructurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer les éléments qui sont à l'intérieur pour les mettre dans un nouvel objet. Et si je fais ça, tu vas voir que ça marche. Le problème, c'est que lorsque ton objet contient lui-même un autre objet, tu ne vas pas pouvoir de manière deep, de manière récursive, cloner les références les uns dans les autres. Parce que là, bah, ok, tu as un objet, mais dans lequel tu as aussi un autre objet. Donc là, tu as une référence et là, tu as une autre référence. Et en déstructuration, ben, si je te modifie le channel name, ça serait vidéo2.author.channelname égale titre 2, et que je te console log vidéo1.author.channelname et vidéo2.author.channelname, tu verras qu'en fait j'ai, hop là, ici je viens modifier les deux, attends, on est où? Vidéo 1 titre 2, vidéo 2 titre 2, voilà, je viens modifier, pareil, ça pointe vers le même endroit, parce que c'est le même problème, juste décalé un cran plus bas dans la récursivité. Et donc si tu veux utiliser la déstructuration pour pouvoir résoudre le problème ici de partage de références, c'est bien, mais pas top. Okay, donc ça peut être cool, mais en même temps, bah, vaut mieux que tu préfères structured clone ou sinon JSON parse et JSON stringify. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que tu devrais utiliser ici? Bah, en 1, alors attends, je vais mettre ça comme ça. En 1, tu utiliserais structured clone. Ok, c'est dur à écrire. Structured clone. En 2, si jamais tu peux pas, ça serait JSON, le JSON quoi. JSON.parse, JSON.stringify. Et en 3, ça serait quoi? Ça serait le déstructuration, mais attention, avec récursivité. Récursivité. Ok, et donc là, bah, ça devient un petit peu plus complexe et tricky à mettre en place. Voilà un peu ma petite loutre, ce que je voulais te raconter sur ça. Donc j'espère que je t'ai pas trop perdu dans les histoires. Maintenant, si jamais tu vas aller un peu plus loin, je vais te rajouter 2-3 infos. Je t'ai dit tout à l'heure de ne pas faire attention à la fonction et que je t'expliquerai à la fin. Eh ben, en fait, tout ça, ça fonctionne, mon histoire de stack et de heap. Tes éléments que tu vas avoir besoin dans le cadre d'une fonction, que ce soit les paramètres ou les variables que tu vas déclarer, vont venir s'écrire dans la stack si et seulement si ce sont des valeurs primitives. Si jamais ce sont des objets, comme je t'ai dit, ça ira dans le heap. En revanche, si jamais on n'est pas dans le scope délimité d'une fonction, mais que par exemple ici, je te crée un const age égale 26, à ce moment-là, ici on est dans un autre scope qui est le scope global et ça irait dans une sorte de troisième tiroir. Hop là, qui serait du coup, hop là,
si je te refais un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, paf. Là ici on avait le stack, la stack pardon, là le heap, ben, en fait on aurait un troisième tiroir ici qui serait un peu les variables globales qui n'ont pas forcément de scope. Donc ça c'est la première des choses sur lesquelles je veux attirer ton attention. Euh, Après, qu'est-ce qu'on a d'important? Bon, il y a l'histoire du last in, first out. Donc, du coup, c'est vrai que bah, dans la stack, tout se stack les uns au-dessus des autres. Donc, la première chose que tu mets, c'est la première chose à sortir. Mais donc, on va pouvoir suivre facilement la call stack, donc les appels successifs. Et pour tes programmes, ton compilateur, bah, ça sera assez simple à comprendre. Attention en revanche, la stack, c'est limité en termes d'emplacement mémoire. Donc quand ton programme est lancé, tu as une taille maximale de stack. Et si tu dépasses la stack, admettons que tu as un appel en cascade de manière récursive de fonction, de fonction, de fonction, de fonction, de fonction, de fonction, tu vas venir avoir un stack overflow error. Et c'est de là d'où vient le stack overflow. C'est que tu as un dépassement de la pile. C'est que tu as voulu faire un tas d'appels, mais il n'y avait pas assez de place mémoire dans l'espace mémoire réservé de la stack que ton programme lui réserve. Et donc ça peut poser problème. Également, donc là on va un peu plus loin hein, dans les notions, si tu commences à être perdu, il n'y a pas de problème. Euh, Également, toi ta stack, ici tu vas en avoir une par thread. Donc tu vas avoir plusieurs threads quand tu as des applications, bah, on va partir plutôt sur du Java par exemple, tu vas être en multithreading, ben, tu vas avoir une stack ici par thread. Donc ici ça serait la stack 1, ici la stack 2 et ici la stack 3, donc pour chaque thread, d'accord. Mais attention, parce que tu n'as qu'un seul heap. Ça veut dire que la heap là dans lesquelles vivent tes objets dynamiques qui soient bah, tes objets quoi. Hein. Attention parce que les trois vont pouvoir ici venir. Ah mince. J'ai pas de CTRL Z sur ce truc là. Les trois vont pouvoir ici interagir avec le même heap et donc potentiellement le même objet. Et donc à ce moment là ça peut poser des problèmes. Donc il faut faire attention à ça. Le synchronized notamment te permet d'éviter ça. On en avait déjà un peu parlé dans le dernier design pattern sur le singleton. Euh, En revanche, la stack, donc c'est très performant parce que ton compilateur, il sait exactement où se trouvent les éléments parce que bah, il tient un index. Le heap, ben, c'est vachement plus éparse, donc il doit à chaque fois reparcourir. Il utilise des linked lists derrière, un peu en fond, et ça devient un peu plus compliqué, beaucoup moins performant. Et également, à force, dans ton heap, ben, admettons que toi, dans ta stack, donc tes deux variables qui pointent vers la même référence, et que demain, ben, tu as tes deux variables qui disparaissent. Le truc, c'est que ta référence, elle existe toujours. C'est juste qu'il n'y a plus rien qui pointe vers ta référence. Mais comment ça se passe? Eh ben, dans des langages comme C++, tu vas devoir manuellement dire je désalloue l'emplacement mémoire réservé au niveau de mon heap. Donc, il n'y a plus rien qui pointe dessus. J'enlève tout, donc il n'y a plus de pointeur. Je déréférence directement mon emplacement mémoire dans le heap, mon objet. Tu vas avoir des garbage collectors, par exemple en Java, qui vont permettre de faire ça de manière automatique et donc de simplifier un peu ce boilerplate code et manipulation qui peut être un peu relou. Et également, on pourrait terminer sur un autre inconvénient au niveau de ton heap, ça va être la fragmentation. M'a dit, je pense que ça, toi, ça doit te parler pas mal. Euh, Ici, admettons que tout ça c'est ton heap, d'accord? Tu vas avoir hop, plusieurs emplacements dédiés. Et puis cet emplacement-là, admettons que toi tu l'as libéré. Donc tu vas le libérer, donc ça va devenir un emplacement libre, d'accord? Ce truc-là. Là. Ok, très bien. Et admettons que lui aussi, tu vas le libérer, donc il redevient un emplacement libre. Le truc, c'est que admettons que toi, d'un coup, tu veuilles stocker un objet grand comme ça. Bah tu peux pas, parce que c'est pas si simple, c'est pas comme si il est libre, du coup tout de suite ici j'ai deux emplacements mis côte à côte libres. Non, bah, soit il fait cette taille ou plus petit, du coup je peux le stocker là, soit il fait cette taille ou plus petit, du coup je peux le stocker là, mais je peux pas mettre côte à côte ces deux emplacements de mémoire. Et donc tu vois que ça va créer mis bout à bout ici, par exemple si lui aussi, admettons que lui je viens de le libérer, j'ai plus besoin, et ben lui il est pris, mais ces trois espaces là, ben ils sont libres. Et donc, ben, ça va venir ce qu'on appelle fragmenter ta mémoire. Et donc, bah, alors oui, tu vas avoir des compilateurs qui vont typiquement faire de l'optimisation, mettre ça directement bout à bout pour directement créer un grand espace mémoire. Donc, ce que intuitivement on pourrait faire ici. Mais bon, ça se fait de manière, ça dépend des compilateurs et c'est un peu plus avancé. Mais en tout cas, cette fragmentation de libération, attribution et libération de la mémoire, ça peut aussi poser problème au niveau du heap. En revanche, il n'a pas de taille précise pour le heap, il va grandir au fur et à mesure de l'application et c'est souvent ton système d'exploitation qui va s'en charger de pouvoir faire justement grandir la taille de ton heap en fonction de la ressource et des besoins. Donc voilà, bon, je t'avoue que là sur sa dernière segment, j'ai un peu tracé sur les avantages et les inconvénients Stack et Heap. En vrai, je t'invite vraiment, si t'as pas trop capté ou accroché sur la fin, de prendre tout ça tranquillement. C'est pas le plus important. Là, on va un peu plus loin. Le plus important, c'est vraiment de comprendre que quand tu vas avoir des
objets vont être référencés dans le heap, et donc forcément, ben, deux variables qui pointent vers le même objet, ça peut vraiment poser problème. Tu as des solutions comme structured clone, tu as des solutions comme JSON parse, JSON stringify ou déstructuration relativement utiles, qui vont te permettre de solutionner ces problèmes-là, mais attention, et j'espère qu'en tout cas maintenant, tu es un peu plus conscient de ce que tu vas faire, et ça peut vraiment te sauver des heures et des heures de frustration. Euh, En tout cas, j'espère que j'ai été relativement clair dans mes explications. C'est pas un concept méga clair à expliquer. S'il faut reprendre ça, reprends-le tranquillou. Fais-toi des petits tests de ton côté. Et également, va creuser des sujets sur Stack Overflow. Bah, forcément, hein, j'ai un peu creusé ces sujets-là moi aussi. T'as des super concepts, t'as des mecs qui expliquent super bien, t'as des tas de trucs qui existent. Donc vraiment, je t'encourage à aller fouiner ça. Et si t'as des questions, après, n'hésite pas à les poser en commentaire. Voilà en tout cas ma petite loutre. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Et puis bah écoute, si ça t'a plu, que ça t'a parlé, mets un petit j'aime, abonne-toi, laisse un petit commentaire, soutiens-moi, ça fait toujours plaisir. Et ensemble, essayons de faire de ce monde moins de facochère. Salut.